Madame Anta, on le savait déjà, ce qui est nouveau, c'est qu'on devient de plus en plus conscient d'un phénomène, c'est que de plus en plus, cette précieuse denrée viendra à manquer. Et les experts d'ailleurs sont formels. Si rien n'est fait, en 2050, près de 2 milliards de personnes ne pourront pas avoir accès à l'eau potable. Alors, pour parler de la situation dans notre pays, pour voir quels sont les enjeux, quels sont les problèmes et qu'est-ce qui est prévu pour répondre à cette préoccupation de toute la population, avoir accès à une eau potable et avoir accès aussi au système d'assainissement. Nous avons autour de cette table, pour parler donc de cette problématique, Madame Anta Seck. Elle est la directrice de la gestion et de la planification des ressources en eau. Madame Seck, bonsoir. Bonsoir. Et à côté de Madame Seck, nous avons Monsieur Oumar Ndiaye. Il est conseiller technique du ministre de l'Hydraulique. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il y a un autre Ndiayen sur le plateau, c'est Monsieur Amadou Ndiaye. Il est directeur général de la SONES. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Et à ma gauche, nous avons Monsieur Abdoubal. Monsieur Abdoubal, bonsoir. Bonsoir, Ablaye. Monsieur Bal est directeur des travaux au niveau de la SDE. Et nos deux autres invités, il y a Monsieur Ousmane Kamara. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Kamara est directeur de l'exploitation au niveau de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Et notre sixième invité, M. Mohamed Fadel Ndao. M. Ndao, bonsoir. Bonsoir. M. Ndao est coordonnateur du PEPAB. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais m'adresser à Mme Anta Seck pour qu'elle nous parle d'abord de la situation de la ressource dans notre pays. On parle de pénurie au niveau mondial. Alors, au niveau du Sénégal, où est-ce qu'en est la ressource? Est-ce qu'on a suffisamment d'eau pour que tous les Sénégalais puissent avoir accès à cette précieuse denrée? Madame Seck. Merci, Monsieur Barry. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme vous l'avez dit, le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 22 mars la Journée mondiale de l'eau. Mais permettez-moi d'abord, Monsieur Barry, de rappeler que c'est en décembre 1992 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé d'instituer une journée mondiale de l'eau célébrée tous les ans le 22 mars, conformément donc aux recommandations de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement. Les pays qui étaient à Rio ont constaté qu'à l'échelle de la planète, il y a une forte pression sur les ressources en eau, principalement dans les pays en développement. Devant donc une telle menace, les pays se sont engagés à relever le défi de la sécurité de l'eau. Et ces recommandations sont contenues dans le chapitre 18 de l'agenda 21. Depuis cette date, donc, la Journée mondiale de l'eau a été célébrée sans interruption depuis le 22 mars 1993. Aujourd'hui, elle est placée cette année donc sous l'égide de la FAO et a pour thème « Faire face à la pénurie d'eau ». C'est sans conteste un thème d'actualité. Vous l'avez dit tout à l'heure, on sait que dans le monde, plus d'1 milliard d'individus souffrent de manque d'eau. Déjà. En Afrique, plus de 300 millions de personnes n'ont pas un accès correct à l'eau. Au Sénégal, au milieu des années 90, pour ne citer que cet exemple, Dakar, la capitale, a connu un déficit. Un déficit à la fois important et chronique, de l'ordre de 60 000 m3 jour, voire même 100 000 m3 jour en période de pointe. Aujourd'hui, ce déficit est résorbé. L'État a consenti des efforts importants pour relever le taux d'accès, aussi bien en milieu urbain que rural. Pour Dakar, par exemple, on est présentement à un taux de 97%. On a presque atteint l'universalité. En milieu rural, nous sommes à 64%. Et si on se rapporte aux objectifs du millénaire pour le développement, ce taux devrait être au moins de 82% en l'an 2015. Je parle sous le contrôle de mon ami et frère Mohamed Fadel Ndao. Mais si vous pouvez revenir sur l'état de la ressource. D'accord. J'arrive. Aujourd'hui, des efforts ont été accomplis, un pas important a été franchi. Nous sommes tous d'accord, même si il faut reconnaître quand même que des efforts restent encore à faire, notamment pour ce qui est de l'eau à usage agricole. Là également, je pense qu'on pourra y revenir lors des discussions. Maintenant, pour l'état de la ressource, au Sénégal, nous avons suffisamment de ressources, principalement composées d'eau de surface et d'eau souterraine. Pour les eaux de surface, nous avons deux systèmes hydrographiques majeurs.
le fleuve Sénégal. C'est d'ailleurs le fleuve Sénégal qui alimente le lac de Guiers, qui, à son tour, alimente Dakar à hauteur de 20-30%. À part le fleuve Sénégal, il y a le fleuve Gambie, il y a également la Casamance, et globalement, les apports sont estimés à 35 milliards de mètres cubes par an pour les eaux de surface. À côté, nous avons les eaux souterraines. Les eaux souterraines, nous avons le bassin sédimentaire sablo-argileux, qui occupe les 4/5 du territoire et qui renferme d'énormes potentialités en eau. Je citerai seulement l'exemple de la nappe profonde du Maastrichtien, qui, à elle seule, renferme plus de 500 milliards de mètres cubes. Si on combine maintenant eau de surface, eau souterraine, au Sénégal, nous pouvons nous targuer d'une ressource de 4 780 mètres cubes par habitant et par an, soit 5 fois la moyenne de 1000 mètres cubes par habitant et par an, qui est le seuil qui indique l'apparition de crises, de stress ou bien de pénurie. Je peux donc dire qu'au Sénégal, nous ne sommes pas, en ce qui concerne les ressources en eau, dans une situation de déficit. Mais nous avons un problème, parce que la qualité pose problème à certains endroits. Et là, je pense surtout aux régions de Fatick, Kaolack, Diourbel, une partie de la région de Thiès, où nous avons de fortes concentrations en sel et en fluorure. Il y a également les agriculteurs qui entraînent à travers leurs activités ce qu'on appelle la pollution anthropique, à travers les rejets de pesticides et d'engrais. Au niveau du lac de Guiers, par exemple, il y a les rejets des industriels. Il y a également ce qu'on appelle la végétation aquatique, la prolifération de la végétation aquatique. Le TIFA, comme vous le savez, freine l'hydrolysée, mais le TIFA également entraîne des coûts de traitement élevés. Donc, en définitive, je dirais, nous avons suffisamment de ressources, mais nous sommes confrontés à un problème de gestion. C'est surtout un problème de gestion. Et ce problème se pose pratiquement à tous les pays. C'est une des raisons pour lesquelles, lors du sommet mondial sur le développement durable, qui s'est tenu à Johannesburg en août 2002, il a été fortement recommandé à tous les pays, chacun en ce qui le concerne, d'élaborer un plan d'action de gestion intégrée des ressources en eau. Et ce plan d'action nous permettra de gérer nos ressources en eau de manière efficace et durable. Et le Sénégal s'est inscrit dans cette dynamique. Merci Mme Seck, vous nous rassurez, il y a suffisamment d'eau. Mais je crois que nous avons sur ce plateau la bonne personne pour nous parler justement de la politique au niveau de l'État. Parce que c'est vrai, une chose est d'avoir la ressource, autre chose c'est de l'exploiter et de l'amener aux destinataires, à ceux qui en ont besoin. Alors, au niveau de l'État, qu'est-ce qui est prévu pour justement avoir cette bonne gestion pour qu'on ne parle pas de pénurie et que les gens puissent tourner le robinet pour pouvoir régler leurs problèmes d'eau, en fait. Monsieur Ndiaye. Merci, M. Barry. Je crois que j'aurai un peu la tâche facile parce que pour la mise en contexte, vous avez déjà campé un peu le problème de l'eau dans le monde et en Afrique. Madame Seck a aussi un peu fait le point sur la ressource. Mais je vais ajouter que la politique du gouvernement, effectivement, prend en charge les problèmes de développement en général. Parce que, comme vous l'avez dit, l'eau c'est la vie, donc il faut, elle est importante pour toutes les activités économiques. Il faut donc que la politique gouvernementale prenne en charge cet aspect-là. C'est ainsi que la stratégie gouvernementale est axée autour, d'abord, comme l'a dit Mme Seck, autour d'une meilleure connaissance de ces ressources-là. Ensuite, sur la réalisation d'infrastructures hydrauliques en termes de production et de distribution d'eau. Cela autant au niveau des centres urbains qu'en milieu rural. Et de l'autre côté, parce que Mme Seck a parlé un peu de la gestion intégrée, l'assainissement aussi constitue une préoccupation. Et dans le même cadre, des programmes, la réalisation d'infrastructures pour l'évacuation des eaux usées et le drainage des eaux pluviales constituent ensemble les axes majeurs de la politique du gouvernement. Et pour la mise en œuvre maintenant de cette politique, beaucoup de programmes sont initiés, tant pour ce qui concerne la connaissance
de la ressource. Des études importantes ont été réalisées et je vais parler un peu de la nappe que Mme Seck a mentionné tout à l'heure. Il y a le lac de Guiers, le plan de gestion du lac de Guiers, la bordure sédimentaire. Ce sont déjà des études importantes sur lesquelles Mme Seck pourra peut-être au cours des débats revenir. Et en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, vous avez entendu parler du PST, du PSE, du PLT et aujourd'hui du PEPAM, sur lequel également M. Ndao va revenir. Sans compter que pour l'agriculture, comme l'a mentionné tout à l'heure Mme Seck, il y a des infrastructures qui sont en cours de réalisation en ce qui concerne les bassins de rétention, les retenues collinaires, pour quand même soutenir ces activités agricoles. Dans le domaine de l'assainissement également, c'est la même chose. Des infrastructures sont actuellement en cours pour les drainages des eaux. Et monsieur... Justement, vous avez mentionné un point très important. Vous avez parlé de ces besoins importants pour l'agriculture, mais aussi pour la consommation humaine. Donc il y a une petite compétition là. D'ailleurs, les agriculteurs râlent tout le temps en disant, écoutez, nous avons une agriculture seulement pluviale, alors que pour régler nos problèmes, il faut nécessairement, résolument aller vers l'irrigation. Alors, est-ce qu'au niveau de l'État, vous avez priorisé les choses? Est-ce que c'est l'eau pour l'agriculture ou bien vous dites d'abord il faut pour la consommation humaine? Oui, justement, c'est ça. C'est-à-dire que si on se réfère à la réglementation en cours, au code de l'eau notamment, la première priorité, c'est l'alimentation en eau potable des populations. C'est la priorité. Ensuite vient l'élevage et après l'agriculture. Mais Mme Seck a parlé tout à l'heure de l'approche GIR, c'est-à-dire gestion intégrée des ressources en eau. À la place de l'approche sectorielle qui était tout le temps suivie, maintenant la tendance est à une approche intégrée. Parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'on privilégie simplement un secteur, on ne se soucie pas des répercussions néfastes sur les autres secteurs et notamment sur la ressource. Et que donc il y a un problème de durabilité dans la manière de gérer ces ressources-là. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est donc prôné et ce à quoi nous nous attelons, c'est de dégager les axes pour une gestion intégrée. C'est vrai que l'alimentation en eau potable quand même est très importante et doit constituer une priorité, mais il faut toujours, quand on s'attaque à une question, penser aux effets sur les autres secteurs, c'est-à-dire prendre en compte les interdépendances entre les différents usages. Justement, avant d'en revenir au point, enfin à des problèmes beaucoup plus ponctuels sur lesquels nos amis de la S2, de l'ONAS et de la SONES vont revenir, on va donner peut-être la parole à M. Mohamed Fadel. Pour rester toujours sur ces questions institutionnelles, vous l'avez dit tantôt, la priorité c'est la consommation. Alors qu'on sait que, Mme Seck aussi l'a rappelé, au départ, à Dakar, il y avait un déficit chronique que les gens ont réussi à résorber, plus ou moins, en créant des infrastructures avec le PST, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que quand même, malgré tout, Dakar continue à connaître un afflux important de personnes qui quittent le monde rural pour venir. Et que, bon, peut-être dans quelques années, le problème peut-être va se reposer. Alors, est-ce qu'au niveau du PEPAM, enfin, vous coordonnez ces grands projets de l'eau, du secteur eau au Sénégal, est-ce que c'est toujours cet aspect centre urbain qui est privilégié, ou risque de voir toujours le problème se répéter finalement? Est-ce que c'est une politique qu'on a définie au niveau intérieur ici, ou bien c'est à un niveau extérieur qu'on a défini ces politiques-là en parlant d'OMD et que tout le monde a la bouche dans tous les pays finalement? M. Ndao. Je vous remercie, M. Barry. Je vais d'abord rectifier pour dire que le PEPAM, en fait, c'est un programme. En fait, ce n'est pas un projet qui va s'exécuter. Les mots, voilà, c'est un programme national qui vise l'atteinte des objectifs du millénaire. Et pour la première fois, véritablement, nous disposons dans le secteur de l'eau et de l'assainissement d'un programme sectoriel qui est basé sur une évaluation précise des besoins initiaux de la population et qui a fait des projections par rapport à la demande à venir. Parce qu'effectivement,
Je crois que le rôle du politique, c'est de faire des prévisions et en fait de mettre en œuvre des stratégies pour éviter effectivement que ce qui est arrivé en 1996 à Dakar, comme l'a dit Mme Seck, un déficit chronique de l'ordre de 100 000 m3 jour, en fait ne puisse plus arriver. En tout cas que nous, le gouvernement et les acteurs du secteur prennent les mesures qu'il faut pour anticiper sur la demande en eau. Et effectivement, il y a des projections qui ont été faites jusqu'en 2030 sur la demande en eau à Dakar. Et nous savons effectivement que cette course-poursuite entre l'offre et la demande, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes liées au coût de l'eau, liées à la mobilisation même des ressources en eau aussi. Mme Seck l'a dit tantôt, même si nous avons suffisamment d'eau au Sénégal, mais on a un problème de répartition de l'eau par rapport aux besoins de consommation humaine comme industrielle et agricole. On a les ressources en eau de surface qui sont concentrées au niveau de la zone nord, mais Dakar est situé à plus de 300 km. Exact. Les ressources en eau souterraines qui sont proches à Dakar ont été surexploitées, donc on ne peut plus continuer à les utiliser. En tout cas, on est obligé de limiter l'utilisation de ces ressources en eau souterraines. Et donc, la difficulté, effectivement, c'est de faire en sorte que de briser en fait cet exode rural et de faire des propositions au niveau du monde rural et en offre de forage supplémentaire, en offre d'infrastructures supplémentaires pour que les populations rurales en fait se sentent bien là où elles sont et effectivement des services adéquats d'eau potable et d'assainissement. C'est pourquoi si les 10 ans passés, nous avons mis l'accent sur l'hydraulique urbaine et l'assainissement, parce que c'est là où, effectivement, il y avait des besoins les plus criards, liés un peu à l'urbanisation, liés à la demande en eau à Dakar. Pour les 10 ans à venir, l'objectif véritablement, c'est de mettre l'accent sur le monde rural. Vraiment, le PEPAM, grâce au PEPAM, aujourd'hui, l'hydraulique rurale dispose d'un cadre de programmation et de mise en œuvre d'une politique d'alimentation en eau des populations au niveau du monde rural. Aujourd'hui, nous avons une population, disons, un taux d'accès de l'ordre de 67%. Ça veut dire quand même qu'il y a un tiers de la population rurale qui n'a pas accès à l'eau, ce qui est très très important. Et donc, le défi, c'est d'augmenter ce taux d'accès, c'est-à-dire de mettre en œuvre plus de forages. Nous avons l'ambition, d'ici 2015, d'en réaliser 300. Mais également de maintenir les forages existants, ce qui est également un problème extrêmement important parce qu'on a un patrimoine de 1000 forages qui est estimé à 80 milliards. Donc il faut se donner les moyens pour que ceux qui ont l'accès aujourd'hui continuent à avoir accès en mettant en place une politique de maintenance et de gestion correcte de ces ouvrages en milieu rural. Voilà, monsieur Amadou Ndiaye, certainement, vous occupez de la SONES et certainement vous intervenez également au niveau de ce que disait tout à l'heure monsieur Mohamed Fadel, permettre aux gens qui sont aussi dans le monde rural d'avoir accès à l'eau. Vous ne vous occupez pas seulement de nous, citadins, quand même, non? Merci, monsieur Barry. Je me permettrai justement de commencer d'abord par féliciter les acteurs de cette table ronde, me féliciter moi-même, mais surtout le comité d'organisation, en tout cas qui est à la tête de ces manifestations prévues à l'occasion du 22 mars. Et comme a eu à le préciser effectivement Mme Seck, ce 22 mars s'inscrit dans un cadre, en tout cas universel, aujourd'hui tracé par l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale donc, des Nations Unies depuis 1992, comme elle l'a dit, qui, en tout cas, stipulait un certain nombre de recommandations que les gouvernements, au niveau local, devaient quand même traduire à travers des manifestations au plan national pour arriver à sensibiliser au maximum l'ensemble des acteurs, en tout cas au cours de la problématique de l'eau. Et en ce qui concerne précisément l'eau, en tout cas qui nous concerne pour cette table ronde, effectivement, dans le cadre de ces résolutions des Nations Unies, comme elle a eu à le dire, elle a fait l'objet d'un chapitre dans lequel, effectivement, étaient synthétisées toutes les préoccupations et toutes les actions également qu'il fallait mener dans ce cadre. Donc, organiser une table ronde aujourd'hui autour de ces problèmes prouve que le Sénégal, le gouvernement, d'un côté, les autres acteurs, et je dirais tous les acteurs, de façon générale, quand même, on traduit de façon éloquente cette préoccupation aujourd'hui de la communauté internationale. Maintenant, pour en revenir effectivement à la thématique et avant peut-être d'aborder les questions précises que vous avez soulevées, on a effectivement voulu donner au thème de la journée, en tout cas de l'eau de cette année, comment faire pour faire face à la pénurie.
Et je voudrais effectivement qu'ensemble, déjà, pour mieux comprendre la problématique et permettre effectivement un meilleur cadrage des interventions de tous, effectivement qu'on essaie de se faire une acception de ce que veut dire effectivement pénurie. Tout naturellement, hein, comme le dirait d'ailleurs et comme l'ont bien défini les dictionnaires, le Larousse en particulier, une pénurie n'est rien d'autre qu'un manque d'un bien qui est nécessaire. Mais vous conviendrez avec moi d'ailleurs, plus qu'un bien nécessaire, l'eau aujourd'hui est un bien indispensable. Et pour ne pas dire tout simplement d'ailleurs, comme vous l'avez dit tantôt, que l'eau c'est la vie. C'est parce qu'effectivement c'est la vie que nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de pénurie du tout et partout à travers le monde. Que le Sénégal, que l'ensemble des acteurs aujourd'hui s'inscrivent dans cette dynamique et réfléchissent à comment faire maintenant pour qu'au Sénégal, qu'on puisse prendre en compte cette préoccupation universelle, je pense qu'il faut la saluer. Bien évidemment, je pense que ce qui est déjà dit ici par mes prédécesseurs, en particulier M. Fadel, concernant l'approche qui est développée aujourd'hui, montre que, effectivement, le Sénégal a fini quand même de s'approprier ces préoccupations, de faire en sorte que la maîtrise de l'eau soit une réalité. Et qui dit maîtrise de l'eau, effectivement, dit une suffisance de l'eau partout et à tout moment. Et je pense que beaucoup d'efforts ont été faits à ce niveau. Quand je pense aux importants projets et programmes qui ont été lancés et mis en œuvre à cette date, qui ont permis d'ailleurs la résorption, en tout cas, des déficits qui ont été constatés il y a plus de 10 ans maintenant. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on est dans une situation plus ou moins maîtrisée. En tout cas, en ce qui concerne l'hydraulique urbaine, pour laquelle je pars en tant que qualité au titre de directeur général de la SONES. Qu'est-ce qui a été fait, effectivement, pendant ces 10 ans? Rapidement, pour résumer, le PSE, le PLT, les programmes des 11 villes régionales et autres ont été réalisés environ pour un montant de quelques 200 milliards. Et c'est ça qui a justifié les chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure par Mme Seck, parlant d'un taux d'accès à Dakar qui avoisine aujourd'hui les 97%. Et dites-vous bien, au niveau du reste du périmètre affermé, qui est aujourd'hui géré par la SONES et la SDE, on est dans l'ordre de quelques 86% environ. Ça veut dire que les efforts qui ont été en tout cas engagés ont permis déjà de faire beaucoup de choses. Mais ça ne suffit pas. Vous l'avez dit, les villes se développent. Dakar en particulier connaît quand même un accroissement exponentiel. On note partout de nouveaux quartiers qui se créent. Et tout cela quand même se traduit par de nouveaux besoins également à nous. Comment faire effectivement pour prendre ça en compte? Je pense qu'il a dit, le PEPAM a été effectivement un beau cadre effectivement, qui a été défini par l'État pour essayer d'anticiper et mieux prendre en compte ce que aujourd'hui la communauté internationale aussi a essayé de mettre sur pied pour faire face en tout cas aux insuffisances qui ont été notées, notamment de pouvoir réduire d'ici 2015 la moitié des populations qui n'en avaient pas encore accès. Et nous, au niveau SONES, on est en train en tout cas, on a fini de s'approprier également ce cadre que constitue le PEPAM à travers justement une mobilisation de toutes les énergies internes comme externes, parce que quand je parle des énergies internes, il faut penser autant pour moi aux partenaires au développement, au financement qu'il faut aujourd'hui essayer d'aller mobiliser. Merci M. Ndiaye. Vous nous ramenez toujours dans les villes. Bon, enfin, on va y rester un tout petit peu. Je vais titiller un tout petit peu M. Bal. Les statistiques semblent dire que tout est rose, c'est parfait, on a résorbé les choses, les Dakarois et les autres Sénégalais qui vivent dans les villes n'ont pas trop de problèmes d'eau aujourd'hui. Mais dans certains quartiers de Dakar, peut-être les gens ne voient pas la chose de la même manière parce qu'il faut se lever de bonne heure pour remplir les réservoirs ou bien, enfin, il faut attendre plusieurs heures pour avoir accès au précieux liquide. Alors, M. Bal, qu'est-ce que vous êtes en train de faire au niveau de la SDE justement pour atténuer tout un peu? C'est vrai, peut-être des efforts considérables ont été réalisés, mais bon, ce n'est pas les trains qui arrivent à l'heure qui constituent l'événement, mais les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Alors, comment faire pour régler justement le problème de ces gens qui, dans certains nouveaux quartiers de Dakar, ont d'énormes difficultés pour avoir accès à l'eau? Alors, merci Ablaye. Pour schématiser, si vous aviez laissé terminer M. Ndiaye, il aurait certainement dit, aujourd'hui, il y a assez de ressources, il y a assez d'eau au Sénégal, comme l'a confirmé Mme Anta Seck. Les ouvrages qui permettent de mettre cette eau à la disposition de la clientèle existent également. Ces ouvrages, c'est quoi? C'est des usines d'eau, c'est des forages, c'est des grosses canalisations pour acheminer ces eaux au niveau de la clientèle. Donc aujourd'hui, la ressource
couvre les besoins des populations. Ça, c'est la première remarque, du fait de tous ces investissements qui ont été réalisés, qu'ils ont cités. Aujourd'hui, à Dakar, c'est vrai que dans certains quartiers, il n'y a pas, pour parler simplement, circulation de l'eau tout le temps, 24 heures sur 24. Ces quartiers, nous les avons connus. Et qu'est-ce qu'il faut pour corriger ces déficits? C'est remembrer le réseau de distribution. C'est-à-dire renouveler un certain nombre de canalisations. Aujourd'hui, dans Dakar, vous voyez beaucoup de canalisations en fonte qui sont entreposées. Je pense que nous tous, nous les avons vues dans certains points. Alors, l'objet de ces canalisations, justement, c'est de changer les petits diamètres qui font qu'il n'y a pas assez d'eau dans ces quartiers que vous venez de citer. Donc, en résumé, la ressource, elle suffit. Les ouvrages aujourd'hui suffisent pour approvisionner l'eau. Le réseau de distribution connaît un certain déficit que nous, SONES et SDE, nous sommes en train de réaliser, de modifier pour que cet état n'existe plus, pour que tout le monde ait de l'eau au niveau de Dakar. Ça, vous rassurez enfin, pour ceux qui utilisent l'eau pour la consommation humaine. On sait qu'il y a des agriculteurs qui sont dans les Niayes et qui produisent énormément les légumes que nous consommons ici à Dakar et qui utilisent pour une bonne partie une eau de la SDE. Est-ce que vous les rassurez autant? Rassurer, aujourd'hui, il en a parlé rapidement, Ndiaye, quand il intervenait. Nous produisons 120 millions de mètres cubes par an, 120 millions de mètres cubes pour l'alimentation humaine. Il était prévu au départ dans nos schémas, nous tous, que 7% de ces volumes seraient alloués aux besoins agricoles, les maraîchers en règle générale. Nous avons dépassé ce ratio aujourd'hui. Donc c'est pour dire que cette eau est mise aujourd'hui à la disposition des maraîchers. Mais vous conviendrez avec moi que la priorité, c'est quand même l'alimentation humaine. Aujourd'hui donc, il y a assez d'eau pour tout le monde, mais pour les maraîchers, nous allons faire en sorte de revenir à ce ratio de 7%. Les maraîchers de Niayes, les maraîchers de Pout et les maraîchers de Rufisque aujourd'hui disposent, je pense, d'assez d'eau pour leurs besoins. Mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à continuer sur cette démarche? Il me semble que non, parce que de plus en plus, il faut faire en sorte que ces eaux soient destinées aux populations pour que ces déficits-là ne soient plus constatés. Je peux bien sûr. apporter un petit complément pour dire qu'effectivement, la logique veut que cette eau qui est traitée ne soit pas utilisée pour l'agriculture. D'abord, elle est pauvre en nutriments pour pouvoir favoriser une bonne production. La situation... Pourtant, dans la Niayes, il y a une bonne production. Oui, non, c'est-à-dire que c'est une situation qui était provisoire. C'était pour appuyer par le souci du gouvernement, c'était de ne pas laisser ces maraîchers à eux-mêmes. Donc, il fallait les soutenir un peu, mais sans compromettre aussi l'alimentation en eau potable de Dakar. Donc, le gouvernement a justement engagé la recherche de solutions alternatives. Parce que nos partenaires ont l'habitude de nous dire que ce n'est qu'au Sénégal qu'on voit de l'eau traitée et qui est utilisée pour l'agriculture. Et aujourd'hui, moi, je sais qu'il y a un programme d'ouvrage qui est en cours de réalisation dans la zone, des barrages qui sont réalisés par la direction du génie rural et des bassins de rétention, pour justement mettre à disposition de ces agriculteurs une quantité d'eau qui va leur permettre de se passer de l'eau potable de la SDE. Et dans le même ordre d'idée, je crois que le DG de la SONES pourra y revenir, d'autres solutions aussi sont en cours d'étude pour renforcer la mise à disposition d'eau pour les maraîchers. Monsieur Ndiaye, après je donnerai la parole à... Apparemment, la question intéresse beaucoup de monde. C'est vrai que c'est une question hautement importante au regard de l'impact que ça a au niveau du secteur. Ils l'ont dit, c'est de l'eau traitée à un état, comment on l'appelle, niveau avancé, qui est aujourd'hui mise à la disposition des maraîchers. Sans pour autant, effectivement, mettre en seconde ligne la nécessité de soutenir les agriculteurs. J'ai dit que quelque part, il faut d'abord partir en amont pour voir ce qu'a coûté cette eau. Et je pense qu'au prix, effectivement, qu'elle est livrée aux usagers que sont les maraîchers, si vous le regardez, effectivement, ça pose véritablement problème. Si on raisonnait aujourd'hui en termes d'estimation, le prix moyen de l'eau devrait se situer vers l'ordre de 450 francs le mètre cube.
dites-vous bien, aux maraîchers, on leur cède ces taux aujourd'hui à 94-98 francs. Sauf qu'ils ne sont pas demandés. Enfin, oui, on leur donne juste une possibilité d'avoir cette eau. On ne leur donne pas une solution alternative. Attends, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire, ça, l'État a essayé quand même de maîtriser à travers ses lettres de politique sectorielle, en essayant de canaliser. Mais effectivement, on voit que par rapport à cet objectif également de soutenir l'agriculture et cette nécessité d'avoir une meilleure gestion et une meilleure utilisation de l'eau, il y a quand même quelque part, effectivement, quelque chose d'incongru. C'est pourquoi on est en train de réfléchir au niveau du secteur pour voir quelle pourrait être effectivement la solution au problème. La solution au problème, naturellement, c'est de faire en sorte que ces gens puissent disposer de ressources autonomes autres que ce qui est aujourd'hui disponible. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui pourrait être ces ressources autonomes? C'est au moins à partir des nappes existantes et des réalisations d'ailleurs qui sont in situ réalisées, qu'on puisse déjà prendre en charge une bonne partie de ces besoins des maraîchers. L'autre partie aussi, aujourd'hui, qui est en train d'être exploitée, c'est qu'au niveau de l'arsenal hydraulique, si je peux m'exprimer ainsi, qui existait au niveau de Dakar, il y a une partie, notamment la zone de Thiaroye, qui est aujourd'hui, en tout cas, sujette à quelques, en tout cas, comment on l'appelle, la saturation ou quelques niveaux élevés de constituants chimiques, qui fait que leur usage tel, effectivement, pourrait poser problème. Ce qui nécessite peut-être d'autres traitements. Mais maintenant, en lieu et place de cette eau qui est tirée de Kermouassa traitée, on pourrait quand même voir la possibilité aujourd'hui de prendre ces forages qui sont chargés en nitrate, d'essayer de voir la possibilité de transférer leur eau vers ces maraîchers pour maintenant mettre l'accent uniquement en ce qui concerne l'eau traitée pour les consommations humaines. Maintenant, ça ne suffit pas. L'ONAS est là, elle va peut-être même y revenir. Ouais, là, un programme de développement tertiaire. Mais ce qu'on a retenu effectivement dans le cadre d'une étude qui est aujourd'hui, en tout cas, initiée, c'est de pouvoir également voir, en plus de ces ressources à nous disponibles à Thiaroye, en plus également des forages de Bertialane, voir maintenant ce que, avec le procédé de traitement tertiaire qu'on a développé au niveau de l'ONAS aujourd'hui, on pourrait encore venir renforcer les possibilités d'avoir une eau alternative qui serait plus apte en tout cas à répondre aux besoins des maraîchers parce que peut-être n'ayant pas subi cette dégradation dont parlait Oumar en termes d'éléments nutritifs, mais qui permettrait également par ailleurs de régler Monsieur Ndiaye, merci. Madame Seck, très rapidement, avant qu'on donne la parole à Monsieur Camara qui ne l'a pas encore prise. Bon, très rapidement, je voudrais simplement dire que le Sénégal est le seul pays, à ma connaissance, qui donne de l'eau potable traitée à des maraîchers. Alors, pourquoi on ne peut pas leur donner de l'eau non traitée? Oui, il faut trouver des ressources alternatives. C'est ce que les autres disaient tout à l'heure. Et je pense que ce qu'il faut mettre en œuvre rapidement, c'est ces ressources alternatives-là, à travers les forages de Bertialane, d'abord. Il y a les forages de la nappe de Thiaroye qui renferment de forts taux de nitrate. Il faudrait peut-être essayer de les mettre à la disposition du maraîchage, mais également les forages de Sébikotane, et pourquoi pas les eaux usées traitées de la station de Cambérène. Je pense que M. Camara va y revenir tout à l'heure. Mais je pense qu'en le faisant, l'État a voulu tout simplement soutenir le sous-secteur de l'agriculture. Parce que nous savons tous que 70% de l'eau qui est consommée l'est à des fins agricoles. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le président de la République a initié cet important projet de bassin de rétention qui consiste à recueillir les eaux de ruissellement à partir des petits bassins versants, de les valoriser et d'utiliser ces eaux-là pour l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. Monsieur Camara, quelle est la solution alternative par rapport à ces questions précises d'utilisation d'eau pour le maraîchage? Qu'est-ce que l'ONAS propose aux maraîchers comme solution alternative? Merci, M. Barry. Je voudrais abonder dans le même sens que mes prédécesseurs. Je pense que, en termes d'agriculture, ou principalement de maraîchage, c'est vrai qu'il n'y a qu'au Sénégal qu'on voit une eau traitée à ce niveau-là, distribuée à des maraîchers, et qui de surcroît est très pauvre en éléments nutritifs pour ce type d'utilisation. Donc, vous voyez, dans certains pays, ils ont commencé à utiliser les eaux résiduaires il y a de cela 40 ans. Et donc, il y avait déjà dans ces pays une ressource suffisante. Mais une ressource naturelle n'est jamais intarissable.
surtout quand on parle de ressources en eau. Donc, il appartient aux différents acteurs de trouver des solutions, des alternatives aux autres types d'utilisation pour préserver cette ressource. Dieu merci, au Sénégal, nous avons une bonne provision en eau pour la consommation humaine, mais il faut la préserver. Madame Seck a parlé tantôt de l'agression de cette ressource par les produits chimiques qui sont utilisés dans l'agriculture. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaie de trouver des solutions alternatives telles que l'utilisation des eaux résiduaires. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, nous épurons généralement une moyenne de 8 millions de mètres cubes d'eau au niveau de nos stations d'épuration. Par an? Par an. Cela fait à peu près 22 000 mètres cubes par jour. C'est un volume qui est important, qu'on pourrait réutiliser au niveau de la zone des Niayes. Aujourd'hui, nous avons un faible taux d'utilisation. Nous avons réalisé en 2004 une station de traitement tertiaire. Traitement tertiaire parce que nous avons, à la sortie de la station d'épuration avant 2004, un fort taux de polluants qui ne permettait pas de faire une réutilisation directe, surtout pour le maraîchage, qui est pour lequel il faut une eau assez bien traitée pour éviter tout risque de contamination. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près une production de 5700 mètres cubes d'eau traitée, qui peut être réutilisée à des fins agricoles, et particulièrement pour le maraîchage. Et il y a un faible taux d'utilisation de ce volume, qui aujourd'hui est utilisé principalement par le golfe du Technopole. Et pourquoi les autres? Est-ce que vous l'avez proposé déjà aux maraîchers qui ont refusé, ou bien parce que bon, on leur a rien proposé du tout? Non, j'allais en venir. Il y a un faible taux d'utilisation parce que pour la production actuelle, pratiquement nous trouvons les 2000 mètres cubes sont envoyés au golfe Technopole. Des entreprises qui travaillent dans le génie civil, principalement dans la voirie, utilisent cette eau aussi pour le terrassement. Et nous avons tous les maraîchers qui sont tout autour de la station d'épuration et les arboriculteurs qui utilisent cette eau-là. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que cette eau qui est produite au niveau de Cambérène, pour toucher le maximum de maraîchers, il faut que cette eau soit envoyée vers ces zones, ces zones agricoles, donc vers la Niayes principalement. Et c'est dans ce cadre-là, c'est ce que disait tantôt le directeur général, M. Ndiaye de la SONES, c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de faire des études pour mettre en place des équipements qui permettraient d'envoyer cette eau épurée de Cambérène au niveau de la zone agricole, au niveau de la zone des Niayes. Toute cette eau dont je parlais tantôt, les 8 millions de mètres cubes, peuvent aujourd'hui être réutilisés. Et pourtant, nous évacuons 90% de cette eau directement en mer. À l'époque, il y avait une expérience à Dakar où l'eau traitée était utilisée pour arroser les jardins publics. Les espaces verts. Est-ce que ce n'est pas possible de revenir à ça, surtout que Dakar n'est pas une ville fleurie finalement? Non, de toute façon, dans la réutilisation qui est faite actuellement, les espaces verts en font partie. Donc, il y a les espaces verts, il y a les terrassements TUC, il y a le golfe Technopole et il y a tous les maraîchers qui sont tout autour. Donc, nous avons fait un micro-réseau tout autour de Cambérène et nous leur donnons cette eau au niveau des TUC. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de trouver des équipements, comme j'ai dit, pour envoyer cette eau vers les demandeurs. Et c'est ça, il y a une étude qui est en cours aujourd'hui pour faire cela. Parce que c'est une économie de 22 000 mètres cubes d'eau par jour. Et je vous dis que dans des pays comme la Tunisie, ils ont commencé cette expérience depuis très longtemps. Et figurez-vous que sur le rendement agricole, ils augmentent de 40% le rendement agricole par rapport sur l'utilisation des eaux résiduaires. Donc pour vraiment montrer l'intérêt qu'il y a à l'utilisation de ces eaux résiduaires. Déjà, il y a l'aspect économique,
Mais surtout, il y a l'aspect protection de la ressource existante aujourd'hui. Parce que nous, avec ces eaux résiduaires, nous utilisons moins de fertilisants. Il y a moins d'engrais et c'est ce qui participe à l'économie, à la préservation de la ressource. Donc maintenant, il y a peut-être une autre contrainte. C'est celle socio-culturelle. Qu'il faut peut-être aussi, de toute façon dans l'étude qui est en cours, il y a un accent particulier qui est à ce niveau, parce que nous n'avons pas encore cette culture de réutilisation de ces eaux résiduaires pour la consommation. Et pourtant, M. Camara, il est arrivé où des maraîchers, on a empêché à des maraîchers d'utiliser, je ne dis même pas de l'eau traitée, mais de l'eau qui n'est pas traitée du tout, de l'eau de canalisation. Donc je crois que si cette eau est mise à disposition des maraîchers, je ne crois pas qu'il y aurait refus de leur part, il me semble. Non, c'est peut-être moins au niveau de ces maraîchers qu'au niveau des consommateurs. Donc c'est à ce niveau surtout. Mais je pense qu'à la fin de l'étude qui est en train d'être menée, de toute façon cet aspect ne sera pas occulté. Et je pense que c'est une sensibilisation qu'il faut faire. Et je pense que nous y arriverons. Merci M. Camara. Madame Seck l'a dit au début de cette discussion. Au Sénégal, il n'y a pas de problème de ressources. Il y en a suffisamment. Le problème, c'est une bonne gestion de ces ressources et l'amener véritablement là où on en a besoin. On sait qu'également au Sénégal, il y a plusieurs catégories d'acteurs qui évoluent dans ce secteur-là. Est-ce que finalement il y a une synergie entre tous ces acteurs ou bien est-ce que c'est cloisonné et chacun travaille de son côté? Je vais citer pour ce cas-là l'exemple du lac de Guiers. Le lac de Guiers, nous avons fait un diagnostic. Et ce diagnostic a révélé que le lac de Guiers est confronté à de nombreux problèmes qui découlent surtout de l'usage de l'eau, mais également de la terre, mais aussi de la manière dont le système est géré. Parce qu'il y a une multiplicité d'usagers, chacun fait ce qu'il arrange et ne se soucie pas de l'autre. C'est pourquoi, au niveau du lac de Guiers, nous nous sommes dit que tous les acteurs concernés aujourd'hui par la gestion du lac ont partagé la conviction qu'il urge de développer une nouvelle approche. Et la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, appuyée en cela par la Banque mondiale, a fait une étude pour la mise en place d'un plan de gestion. Et nous avons terminé l'étude, maintenant nous sommes à la phase de mise en œuvre. Qu'est-ce que nous avons proposé dans cette étude-là? D'abord un cahier des charges. C'est un cahier des charges qui va nous permettre de définir les rôles, les responsabilités, mais aussi les normes à respecter par les différents utilisateurs. Nous avons également, dans le cadre de cette étude-là, demandé la mise en place immédiate d'un cadre juridique approprié. Parce que tant que la police de l'eau n'est pas exercée sur place, tant qu'on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, nous ne pourrons pas préserver cette ressource en eau, qui est capitale pour l'alimentation en eau de Dakar, mais également pour les villes environnantes. Nous avons également, dans ce sens-là, proposé un organe de gestion du lac de Guiers, basé à Richard Toll, et qui aura les moyens qui lui permettront de gérer cette importante réserve en eau douce. Madame Seck, merci. Michel Ndao, vous êtes le coordonnateur du PEPAM, un important programme. Et on sait qu'au Sénégal, il y a beaucoup de changements institutionnels. L'hydraulique, il y a plusieurs ministères, et parfois les ministères disparaissent pour revenir. Alors est-ce que ça ne crée pas aussi finalement des difficultés finalement? Oui, en fait, la définition des ministères appartient, disons, au président de la République, qui, en fonction de critères qui lui appartiennent, en fait, décide d'affecter telle direction à tel ministère. Ça, ce sont des décisions politiques. Mais je crois que l'essentiel, c'est qu'il y a un cadre de planification, de programmation et d'exécution des programmes qui a été, en fait, mis en œuvre et accepté par tout le monde. Donc le PEPAM se situe justement dans ce cadre-là. C'est un programme qui a été défini avec l'ensemble des acteurs. Vous avez parlé de la multiplicité des acteurs. Et je pense que le souci premier du PEPAM, c'était de mettre tous les acteurs autour d'une table, surtout en milieu rural. Parce qu'en fait, la volonté aux communes, il y a une volonté des ONG, il y a une volonté de l'État, il y a une volonté de la coopération décentralisée, des bailleurs de fonds. Tous les acteurs ont la volonté de donner l'eau aux populations pour que d'ici 2015, on puisse effectivement arriver à nos objectifs. Mais si cette volonté, si ces activités ne sont pas coordonnées, effectivement, on va arriver à une situation où on ne pourra pas atteindre les objectifs. Donc, le PEPAM, c'est un cadre de coordination. C'est ce que nous appelons un cadre unifié d'intervention. Que tous les acteurs se mettent d'accord sur des règles minimales.
qu'en fait, au niveau des ministères, que ce soit les ministères techniques, parce qu'au moment de l'élaboration du PEPAM, on avait un ministère chargé de l'assainissement, on avait un ministère chargé de l'eau, mais les deux ministères ont travaillé ensemble. Les deux ministres ont travaillé ensemble, ont supervisé le programme, avec également le ministère de la Planification et le ministère des Finances, qui ont signé ensemble ce qu'on appelle une lettre de politique sectorielle, qui définit le cadre global en fait, d'intervention dans le secteur. Et ce cadre global a été défini en rapport également avec toutes les autres parties prenantes. L'essentiel des ONG qui interviennent dans le milieu rural également ont participé à l'élaboration de ce programme. Et puis, vous savez, en dehors des ministères chargés de l'hydraulique et de l'assainissement, il y a d'autres ministères également qui s'occupent d'eau pour répondre à la demande. Vous avez le ministère chargé du développement local, le PNDL, l'EXPNIR également qui a une forte composante eau potable. Vous avez également, disons, le ministère de l'Éducation. Il y a une demande, disons, d'éducule public en milieu scolaire. Il y a une demande de raccordement, en fait, des écoles à l'eau potable. Et donc, tout ça méritait d'être coordonné pour qu'on se mette d'accord sur des bases, disons, sur des règles minimales d'intervention. Aujourd'hui, au Sénégal, nous considérons qu'en milieu rural, il y a un consensus sur la notion de forage multivillage. On a parlé un peu de la quantité d'eau qui est suffisante, par exemple, au niveau du Sénégal, mais il y a un problème de mobilisation de cette ressource. Vous savez qu'en milieu rural, un forage profond va jusqu'à 300 mètres. Donc quand on doit réaliser un forage, ça coûte environ entre 100 et 200 millions de francs CFA. Donc c'est très, très important. Donc si dans une communauté rurale ou bien dans un rayon d'action de 5 km autour d'un forage existant, nous pouvons, en faisant des extensions de réseau, satisfaire le maximum de population et rendre viable l'exploitation du forage, nous préférons cette solution-là. Et nous allons demander à tous les acteurs d'intervenir dans ce cadre-là. Une ONG ou bien un projet qui veut intervenir, on lui dira que dans le cadre de cette communauté rurale, voilà la planification qui a été élaborée. Pour éviter justement une multiplicité d'interventions. Et puis on va fixer également des normes. En disant, par exemple, pour un puits, voilà la manière de réaliser un puits. On a vu des puits qui ont été réalisés d'une manière hâtive pour répondre à une demande d'urgence et qui, dès le lendemain ou 2 ans après, se sont ensablés. Parce qu'il n'y avait pas une expérience technique, il n'y avait pas des normes techniques qui avaient été mises en place. Donc le PEPAM constitue ce cadre-là, du dialogue. Et puis également, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir compter ce que nous faisons, c'est de pouvoir évaluer ce que nous faisons. Aujourd'hui, on a des objectifs très précis en termes d'accès à l'eau potable en milieu rural et en milieu urbain d'ici 10 ans. Aujourd'hui, le paradigme a changé. On ne va pas compter le nombre d'ouvrages, tant de forages, mais quelle est la population qui a accès à l'eau. Et chaque année, nous devons être en mesure de compter la population supplémentaire qui a accès à l'eau pour pouvoir dire dans quelle mesure nous sommes en bonne voie par rapport à l'objectif, qu'est-ce qu'il faut rectifier, comment faire ensemble avec tous les autres partenaires pour pouvoir, disons, atteindre cet objectif-là. Voilà un peu le cadre que le PEPAM s'est donné, et c'est un cadre qui est pour 10 ans. Et donc, indépendamment des changements de ministère, le cadre est là, demeure, et c'est un cadre du gouvernement auquel, en fait, tous les partenaires, les bailleurs de fonds, les ONG ont adhéré. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée de l'investissement qui est prévu pour les centres urbains et celui qui est prévu pour le monde rural, où le déficit est plus important, quand même? Parce qu'ici, on est à 96% d'accès dans les centres urbains, à Dakar particulièrement, et à 64% dans le monde rural. Alors, est-ce que ce n'est pas l'inverse qui devrait se produire, mettre plus d'argent dans le monde rural et régler le problème, que de mettre encore beaucoup plus d'argent dans les villes? Voilà. Je pense que dans les villes, en fait, on a quelques difficultés actuelles à résoudre, liées, comme on l'a dit, au renforcement du réseau, au renouvellement du réseau. Je pense que ça, il faut continuer à le faire parce qu'il faut éviter que les pertes d'eau se développent. Donc réduire les pertes d'eau dans les canalisations. Ça, également, c'est une importante mesure de lutte contre la pénurie. Il faut également améliorer la qualité de l'eau. On n'en a pas parlé, mais dans certaines zones de Dakar, on a des problèmes de qualité d'eau. Et même dans le bassin arachidier autour de Kaolack, il y a des efforts encore à faire. Si on a fait un effort par rapport à l'offre d'eau, il y a encore beaucoup d'efforts à faire par rapport à la qualité de l'eau, qui est satisfaisante de manière générale. Mais il y a une perception de la population sur la qualité physico-chimique de l'eau. Et il faut tout faire pour investir, pour améliorer au fur et à mesure la qualité de l'eau. Donc l'investissement dans l'hydraulique urbaine va porter autour de ces 2 axes principaux. Et donc d'ici 2015, nous pensons investir quelque chose comme 100 milliards dans l'hydraulique urbaine. Dans l'hydraulique rurale, je l'ai dit tantôt, l'objectif est beaucoup plus ambitieux du point de vue du nombre de personnes additionnelles à desservir. Parce que là, il y a un manque. Il y a un tiers de la population qui n'a pas accès à l'eau. Et donc, il va falloir réaliser
beaucoup de forages. Ces forages-là coûtent très cher. Et donc là, l'investissement est estimé autour de 274 milliards de francs CFA. Et là, il faut dire que toute la politique de requête, de mobilisation des financements va dans le sens véritablement de mobiliser les financements nécessaires pour atteindre les objectifs en milieu rural. Michel Ndao l'a brossé tout à l'heure, les pertes d'eau au niveau du réseau. Quels sont les efforts qui sont faits justement pour atténuer un tout petit peu ce phénomène? Voilà, ça va en droite ligne, je pense, du thème de la journée de demain. Il y a suffisamment d'eau, on l'a dit. La SDE, la contribution de la SDE à la pérennisation de ces ressources en eau, c'est de faire en sorte que les eaux qui ont été mobilisées soient utilisées au mieux à destination des populations. En 1996, pour rappeler directement, plus de 30% de la production était perdue. Vous voyez, c'est aberrant. Au moment où il n'y en avait pas assez, déjà le peu qu'on produisait, 30% était perdu dans la nature. Entre 1996 et maintenant, il y a eu un ensemble de mesures. Donc l'objectif était de faire en sorte que ces pertes d'eau baissent. Et aujourd'hui, à travers 4 grandes mesures, c'est quoi très rapidement? C'est de faire en sorte de surveiller le réseau et de répondre vite aux clients quand une fuite est signalée. En parenthèse, il y a 40 000 fuites par an au niveau du Sénégal. C'est énorme, ça dépasse les standards internationaux. Donc faire en sorte qu'aujourd'hui, quand une fuite est signalée, que les agents de la SDE puissent venir très rapidement intervenir, arrêter la perte d'eau, l'écoulement et réparer la fuite. Faire en sorte également que la clientèle puisse accéder à la SDE déjà pour signaler ces fuites. Au début, il y avait un engorgement du réseau téléphonique. Aujourd'hui, à travers notre cockpit et à travers le numéro vert que nous avons mis en place, la clientèle accède assez facilement au service de la SDE. Deuxième mesure, c'est de rechercher les fuites. Je vous ai parlé des fuites visibles que vous, M. Barry ou M. Ndiaye, ont signalées à la SDE. Dans le même temps, du fait de la vétusté du réseau, il y a des fuites invisibles que nous ne voyons pas, qui empruntent un chemin préférentiel et qui vont par exemple au niveau des égouts. Nous avons mis en place un certain nombre de mesures pour rechercher ces fuites. Et aujourd'hui, tous les 2 jours, nous découvrons une fuite invisible qui est traitée. Troisième mesure, c'est une mesure technique, c'est la régulation du réseau. Pendant qu'il n'y a pas assez d'eau, il y a des zones où la pression est élevée. Et quand la pression est élevée, quand il y a une perte d'eau, on perd encore beaucoup plus d'eau. C'est facile à concevoir. Donc nous avons mis en place des appareils de régulation pour faire en sorte qu'il arrive au niveau du client, de l'abonné, la pression dont il a besoin. Comme ça, en cas de fuite, il y a moins de pertes parce que nous disons, la littérature nous apprend que les fuites d'eau, les volumes perdus sont proportionnels au carré de la pression. Et dernière mesure, c'est le renouvellement des réseaux, en particulier celui de Dakar. M. Ndao en a parlé. Il faut savoir aujourd'hui que le réseau de Dakar a une moyenne d'âge supérieure à 50 ans, 60 ans, 70 ans, beaucoup plus vieux que nous ici. Donc on a bâti un programme de renouvellement intense, SONES et SDE, les investissements dont il a parlé. Et tout ça, ça nous a permis aujourd'hui de perdre, on perdait 30%, aujourd'hui on perd moins de 20%. Pour conceptualiser ça, si on n'avait pas fait ces actions, si on perdait autant d'eau, si on perdait aujourd'hui autant qu'on perdait en 1996, la ressource n'aurait pas suffi. La SONES serait amenée certainement à construire une autre usine d'eau. Ces mesures ont permis d'économiser plus de 60 000 m3 par jour. Ça veut dire qu'on a économisé une usine d'eau, on a économisé 30 forages, il vous a dit aujourd'hui que c'est 100 millions en forage. Si on n'avait pas fait ces mesures, c'est 3 milliards d'investissements qu'on aurait consentis. Donc les efforts de maîtrise des pertes d'eau nous ont permis d'économiser de l'argent d'abord, nous ont permis d'économiser de la ressource à mettre à la disposition des générations futures. Et c'est notre contribution, nous, aujourd'hui, à la maîtrise du déficit d'eau au niveau du Sénégal. Michel Ndiaye, très rapidement. Oui, très rapidement, peut-être, sinon pour dire quand même que effectivement, à ce niveau, il y a beaucoup d'efforts. Peut-être je commencerai par le cadre de la question que vous aviez posée effectivement à Fadel, à laquelle il a bien répondu. Pour dire qu'au-delà de ça, maintenant, pour vous tranquilliser, nous autres acteurs du secteur, nous travaillons effectivement sous la coupole de l'État. Il y a un cadre donc d'organisation qui est là aujourd'hui assis. Toutes les politiques sont définies par l'État et maintenant à charge à nous autres, SDE, SONES et autres acteurs, de pouvoir quand même s'insérer dans ce cadrage pour pouvoir effectivement mener à bien les objectifs assignés, en tout cas à l'État, que l'État s'est assigné et qu'on s'est engagé maintenant à mettre en œuvre. Là, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Et maintenant, pour en revenir effectivement à la problématique effectivement de la gestion des fuites, ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. On a quand même
pu aborder ou traverser une période difficile où effectivement on avait beaucoup et d'importantes pertes d'eau dans le réseau qui aujourd'hui effectivement ont été ramenées en tout cas à une valeur acceptable de 15%. Mais c'est pas effectivement la SDE a entrepris un certain nombre d'actions, mais il y a des choses effectivement qui ne peuvent pas relever de la SDE. C'est même les clients eux-mêmes qui doivent faire des efforts. C'est à ce niveau effectivement que la SONES avait depuis 1995 effectivement engagé un certain nombre d'actions au niveau des grands sites administratifs tels que les universités, tels que les écoles et autres, tels que les hôpitaux, pour effectivement amener ces usagers, ces clients, à pouvoir s'occuper également de la gestion de leur réseau. Parce que la plupart du temps, il y a effectivement d'importantes fuites qui sont constatées à ce niveau et malheureusement qui ne sont pas gérées par la SDE. La SONES donc avait initié cet important projet qui avait en son temps d'ailleurs en 1998 pu permettre à l'administration de pouvoir réduire de quelques 17% effectivement les consommations qui ont été notées à son niveau. Et cela, je pense, a été des économies de quelques 1 milliard de francs CFA sur la facture payée annuellement par l'administration. Il y a également qu'au niveau de ces institutions aussi, on avait essayé quand même de développer certaines techniques effectivement d'économie d'eau, tels que les robinets poussoirs et autres, qui effectivement permettaient quand même d'arriver à circonscrire les consommations au niveau de ces administrations. Mais au-delà de ça, comme on dit, la gestion de la pénurie ne doit pas s'arrêter tout simplement aux investissements physiques. Il y a des réalisations, certes, qui ont permis d'arriver effectivement à la situation que nous apprécions tous, mais aujourd'hui, il y a des efforts maintenant de gestion fondamentalement qu'il faut aujourd'hui développer. Et ça, c'est l'affaire justement des consommateurs. Il faudrait que les gens sachent que c'est des investissements qui coûtent excessivement cher et qu'il n'est pas quand même facile de renouveler tous les 2 ans, tous les 3 ans, comme monsieur... Est-ce que justement les consommateurs sont bien sensibilisés? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez des gens qui sont à l'écart, qui se lèvent le matin, qui entrent dans leur toilette, qui ouvrent le robinet, mais ils ne savent même pas d'où provient l'eau. Ils ne savent pas que ce taux-là a fait 300 km. Mais c'est justement, M. Barry, vous avez dû peut-être voir au niveau de votre maison tout ce qui est en train de se faire justement pour amener ces consommateurs à mieux comprendre la problématique de l'eau, notamment les efforts qui sont engagés et par l'État et par les autres acteurs pour quand même mettre cette eau à leur disposition. C'est quoi? C'est essayer quand même de les sensibiliser à la rationalisation des consommations. Quand quelqu'un ouvre son robinet pour faire ses ablutions, vous voyez, c'est une exagération que de se mettre sous son robinet pendant 10 minutes pour au moins faire ses ablutions. Dans les toilettes également de même. Ça veut dire qu'il y a un effort effectivement que les usagers doivent faire. La SONES en a fait effectivement sa propre affaire en essayant quand même de développer au niveau des quartiers des descentes effectivement qui permettraient à travers des forats de mieux sensibiliser les populations. Mais d'ores et déjà quand même que les gens sachent qu'au-delà maintenant même du fait que la SONES aurait peut-être à anticiper sur un certain type d'investissement si effectivement l'usage n'est pas bien utilisé, il faut se dire que c'est également la facture du consommateur qui est aujourd'hui affectée si le consommateur ne prend pas garde justement avant d'en revenir à cette facture qui est très importante d'ailleurs, parce que nous payons de notre poche, justement dans les pays dits développés, ces types de robinets que nous utilisons ici n'existent plus d'ailleurs, pour ouvrir les robinets dans les toilettes. Alors qu'est-ce que vous envisagez de faire justement pour un tout petit peu diffuser ce type de comportement dans notre pays? Je vous dis déjà qu'à travers ce programme d'économie d'eau qui a été initié, donc qui a donné les actes que j'ai évoqués tantôt, il y a en même temps effectivement un matériel d'économie d'eau qui a été testé, consistant effectivement à l'installation de chasse, comment on l'appelle, économisatrice effectivement d'eau, mais également de robinets poussoirs. C'est des dispositions effectivement dont les performances sont aujourd'hui bien, en tout cas, attestées et qu'il s'agira maintenant d'essayer de développer. C'est qu'à ce niveau, il faut se dire, c'est également quelque chose, en fait, je veux dire, un processus intégré. Il y a l'industrie locale qu'il faut y associer. Il y a également la gestion justement de l'impact au niveau justement des investissements parce que ça coûte effectivement ce que ça coûte. Mais si au finish, effectivement, il s'avère, et c'est effectivement le cas, que avec ces investissements, on arrive quand même à gérer
par anticipation des investissements qu'on aurait pu faire, à gérer également des factures qui aujourd'hui sont relativement élevées, je pense que cela vaut quand même qu'on aille vers cette solution. Justement, pour parler de ces factures, la pénurie, ce n'est pas seulement de trouver l'eau, mais c'est d'avoir aussi suffisamment de moyens pour l'acheter. Alors, est-ce que vous pouvez rassurer un tout petit peu les consommateurs pour dire que bon, la facture va cesser un tout petit peu de gonfler, M. Bal? Alors, est-ce que la facture va cesser de gonfler? On va retourner la question à mon ami Oumar Ndiaye, qui représente l'État. Mais rapidement, le tarif de l'eau est aujourd'hui fait par l'État du Sénégal, mais il est fait quand même en suivant des critères objectifs. Le premier et donc le plus important, c'est la possibilité des populations à payer le service de l'eau. L'autre critère, c'est le coût de production de l'eau. Ils l'ont dit à travers tout ce qu'on a fait, ce qu'on a dit jusqu'à présent. Malheureusement, nos ressources sont éloignées. Vous prenez l'usine du lac de Guiers, vous prenez l'usine de Kermo-Marsar, le prix de revient de l'eau est relativement élevé. Donc ces deux paramètres nous font fixer, le gouvernement fixe le prix de l'eau. Est-ce qu'il va continuer à baisser alors que dans le même temps, nous avons quand même d'autres paramètres qui influent sur le prix de l'eau, le coût de l'énergie qui continue à augmenter, plus d'autres paramètres. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, moi, si le coût va continuer à baisser. C'est un souhait, parce que nous savons que les populations du Sénégal aujourd'hui éprouvent quand même des difficultés à payer les factures. Nous le ressentons chaque jour, nous le mesurons quand ils se présentent à nos guichets pour payer la facture. C'est la raison pour laquelle ce que le directeur de la SONES disait tout à l'heure devient pertinent, c'est de surveiller les utilisations qu'on fait de cette eau-là. Beaucoup de personnes, beaucoup de clients qui se plaignent d'une facture élevée quand nous faisons les enquêtes, il y a quand même des pertes intérieures parfois élevées dues à des fuites non décelées, non réparées assez rapidement. Voilà ce que je peux dire sur les tarifs. Peut-être juste pour dire, sur cette question précise. Avant qu'on donne la parole à l'État. Voilà, sur cette question précise, il faut dire que depuis 2003, les consommateurs n'ont connu aucune hausse justement du prix de l'eau à ce niveau. Mais la réalité, effectivement, c'est que au regard de tout ce qu'on vous a dit concernant les investissements, c'est quand même lourd. Et dites-vous bien, tous ces investissements sont aujourd'hui réalisés par la SONES sur emprunt. Il faut aller chercher le financement à des conditions des fois extrêmement difficiles. On est obligé même des fois de recourir au taux classique du marché. Il faut rembourser ces prêts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si effectivement il y a des alternatives qui nous permettraient effectivement de ne pas continuer ou en tout cas à solliciter le consommateur, ça se fera. Et je pense que ça, il faut saluer quand même ce que l'État a fait dans ce cadre, parce que de 1996 à 2003, les prix ont augmenté. Ça aurait dû continuer à augmenter, mais l'État a dit que non, je ne peux pas. Ils sont déjà très fatigués. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a effectivement essayé de soutenir le secteur d'une autre manière, mais dites-vous bien aussi, l'État n'a pas que le secteur de l'eau. Il a également d'autres secteurs. L'eau, c'est un secteur prioritaire. Vital. Bien évidemment, c'est ça qui justifie les efforts qui ont été faits jusqu'à présent. Mais, dites-vous bien, dans aucun pays au monde, en tout cas, pour la plupart du temps, c'est vrai, il y a peut-être des pays qui ont beaucoup plus de moyens, en tout cas, parce que c'est des pays pétroliers et autres, qui peuvent se permettre cette... Mais nous ne pouvons pas. À un moment donné, il faudra une petite contribution, je dirais, des consommateurs pour arriver quand même à maintenir les acteurs que nous sommes dans cette dynamique de pouvoir continuer à faire face aux missions qui le sont. Je crois que déjà il y a une grosse contribution des consommateurs. Hein? Oui, bon, moi si on ne paie pas la facture, je ne vais pas dire qu'il y aura ou il n'y aura pas une hausse des prix de l'eau, mais je peux rappeler quand même la politique de l'État, même en référence à ce qui s'est passé ces mois derniers avec l'énergie. Parce que l'État a opté pour ne pas répercuter ces hausses aux consommateurs autant que ces possibilités lui permettent de subventionner. Donc, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui avec le secteur de l'eau. Amadou l'a dit tout à l'heure. Parce que depuis 2003, beaucoup de raisons d'augmenter le prix de l'eau beaucoup de situations se sont présentées. Et tout à l'heure, on parlait du maraîchage. Mais le fait de donner de l'eau à ces maraîchers,
c'est pratiquement 1 milliard par an de subventions. Et ça, à travers la SONES, c'est l'État qui supporte ça. Donc, moi, ce que je souhaite simplement, parce que je suis sûr que l'État va continuer dans cette dynamique à appuyer les consommateurs, c'est que les conditions économiques mondiales ne nous imposent pas d'en arriver à une telle situation. Michel Ndao. Oui, bon, il faut dire qu'il y a des réalités comme du secteur qu'il faut donc maîtriser. Et le coût de l'énergie aujourd'hui, disons dans les charges de la SDE, l'énergie représente environ 20%. Bon, c'est un coût qui est externe au secteur il faut payer les factures Sénélec. En 2011, avec les projections que nous avons faites, avec donc l'utilisation des surpresseurs pour amener l'eau jusqu'à Dakar, ça va représenter presque le tiers des charges. Donc ça, il faut payer ce coût-là. Ce coût, donc l'eau est disponible au niveau du lac de Guiers, mais il faut l'amener jusqu'à Dakar. Le kilomètre de canalisation coûte 300 millions de francs CFA. 300 millions de francs CFA. Donc c'est de canalisation de diamètre 1000, donc pour amener l'eau à Dakar. Donc il y a des coûts extrêmement élevés, mais je crois que le gouvernement intervient à 2 niveaux. D'abord au niveau de la subvention des branchements sociaux. Je crois que c'est très important. Quand même si le prix de l'eau est jugé assez élevé, quand même l'accès est devenu presque gratuit au niveau urbain. Il y a eu un programme de branchements sociaux subventionné à 100% par la SONES et par l'État, à travers donc le projet sectoriel eau et le projet eau à long terme. Donc aujourd'hui, on a des taux d'accès par branchement en milieu urbain qui sont les plus élevés de la sous-région. Pratiquement, on peut dire que 75% de la population en milieu urbain a l'eau par des branchements sociaux. Ça, quand même, c'est un effort de l'État pour permettre aux plus pauvres d'avoir accès à l'eau par des branchements. Quand même, c'est moins pénible pour les femmes que d'aller à la borne-fontaine et c'est moins coûteux que d'aller à la borne-fontaine également parce que, effectivement, le coût de l'eau à la borne-fontaine est plus cher. Le deuxième levier, c'est au niveau de la tarification. Nous avons, en dépit en fait, de la volonté de maintenir un équilibre financier du secteur, donc avec le remboursement de la dette par la SONES, il y a une tranche sociale qui est maintenue. Et il faut dire que 40% des consommateurs domestiques se limitent au niveau de cette tranche sociale, de 20 mètres cubes tous les bimestres. Et il faut dire que ce tarif qui est aujourd'hui de l'ordre de 200 francs, inférieur à 200 francs par mètre cube, ne rémunère même pas les frais d'exploitation, les charges de la SDE par exemple, indépendamment du remboursement de la dette, etc. Donc il y a un effort important qui est fait pour que les plus pauvres, en dépit des difficultés qu'on a, pour mobiliser les investissements, pour rembourser la dette, pour exploiter le système, on maintient quand même un aspect de lutte contre la pauvreté en faisant en sorte que les plus pauvres aient accès à l'eau à l'intérieur de la tranche sociale. Voilà, M. Camara. Je voulais juste ajouter, parce que l'assainissement aussi constitue une des composantes de la facture de l'eau. Et comme ils l'ont dit, je pense qu'au niveau déjà énergétique, pour épurer une eau, généralement, ça nous prend à peu près le 5e de notre budget en énergie électrique. Et dans le cadre du programme, PEPAM, normalement, les ouvrages d'assainissement d'ici la fin de ce projet devraient être doublés. Donc, si aujourd'hui nous sommes à peu près 7 stations d'épuration, dont une à bout activé, normalement, on devrait être en 2015, c'est au bout de ce programme, à 5 ou 6 stations. Et sans compter les stations de pompage aussi. Donc là, la topographie de notre pays fait qu'il faut impérativement qu'on ait des stations de pompage. Tout ça, c'est de l'énergie électrique. Et c'est des charges auxquelles il faut faire face. Donc on peut dire que ces charges devront être prises en compte quelque part. Il n'y a pas de solution alternative avec l'utilisation du solaire ou d'autres énergies? Non, il y a des pour amoindrir justement cette facture énergétique. Dans certaines zones, vous savez, c'est par exemple... Particulièrement dans le monde rural. Quand on parle de stations d'épuration, dans la zone rurale, généralement, c'est des stations de type lagunage. Mais dans des zones dans des villes comme Dakar, ce procédé n'est pratiquement pas utilisable. Donc il faudra faire avec le contexte urbain. Donc c'est des investissements qu'il faut faire. Mais autant que faire se peut, nous utilisons les ressources naturelles, le soleil entre autres. Mais il y a des cas où c'est pratiquement pas possible.
Donc cette dimension aussi assainissement, cette dimension amélioration de l'environnement devrait être aussi pris en compte à ce niveau-là. Voilà, merci M. Camara. Le temps qui nous était imparti est terminé, mais l'honneur va revenir aux dames. Madame Seck, vous allez nous rappeler d'ailleurs pourquoi on était là aujourd'hui. C'est par rapport à la célébration de la Journée mondiale de l'eau qui se tiendra demain. Quelles sont les activités que vous prévoyez? Oui, le comité d'organisation a prévu 3 communications. La première va porter sur la gestion des ressources en eau. La deuxième sur la réforme institutionnelle du sous-secteur de l'hydraulique urbaine. Et la troisième sur les ressources alternatives par rapport à l'agriculture. C'est une célébration publique et nous lançons un appel à tous les acteurs du secteur de l'eau pour qu'ensemble nous puissions approfondir la réflexion, faire des propositions de stratégie innovantes aux autorités en vue donc d'une meilleure gouvernance de l'eau. Voilà, merci Madame Seck. Michel Ndiaye, si vous voulez rajouter quelque chose. Ah bon, très bien. C'était juste pour préciser que les célébrations auront lieu à la Maison de la Culture. C'est ça, la célébration aura lieu à la Maison du Sec et il y aura, je crois, des portes ouvertes à la station d'épuration de Cambérène où tout le monde est invité. Voilà, merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette émission. Nous avions autour de ce plateau M. Amadou Ndiaye, directeur général de la SONES, M. Oumar Ndiaye, conseiller technique du ministère de l'Hydraulique, Mme Anta Seck, qui est la directrice de la DGPRE, la direction de la gestion de la planification des ressources en eau, M. Abdoul Bal, qui est le directeur des travaux de la SDE, M. Ousmane Kamara, directeur de l'exploitation de l'ONAS, et M. Mohamed Fadel Ndaw, qui est le coordonnateur du PEPA. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci d'avoir suivi et bonsoir.